Démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous suivent de partout au travers le monde entier, nous aimerons ici vous souhaiter un bon après-midi et puis vous rappeler que ce matin on était connectés, on a parlé de la grève des études, de la grève, potentielle grève des enseignants de l'université Marine Wabi, et là cet après-midi nous allons développer sur ce que nous appelons les nouvelles réformes des politiques françaises en Afrique. Chers démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, comme vous le voyez, le président français, M. Macron, venait de recevoir un nombre de présidents africains à l'Élysée, et il a donc décidé de mettre en place ce qu'il appelait le Conseil présidentiel africain. Nous avions remarqué dans leur entretien, il y a eu plusieurs absents, notamment le Gabonais Bongo Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Paul Biya de la République du Cameroun et un certain nombre de présidents dans ce milieu francophone. Mais pour cette réunion, d'ailleurs, nous disons c'est normal que Sassou soit absent parce que Sassou n'est pas considéré comme un président légitime. On le considère comme un fraudeur, un homme qui a pris le pouvoir par la force, par la violence, par la répression, par la tricherie, et il se maintient par les armes. Et aussi on le considère comme étant un homme qui a pillé l'économie du Congo, et donc qui a donc englouti le Congo dans une dette qui est quasiment très impossible à pouvoir rembourser. Donc de ce côté, on a mis une croix à Denis Sassou Nguesso. Bon, le Gabonais Ali Bongo, ça peut s'expliquer. Il a triché les élections, il n'a jamais gagné, il a changé les résultats. Il s'est mis à massacrer les Gabonais. Et tout dernièrement, vous avez même eu la mission de la Cour pénale internationale au niveau du Gabon. Malheureusement que cette mission, nous n'avons jamais vu cette mission au niveau de Brazzaville. Pour Biya, c'est normal, il a des problèmes avec les anglophones, donc les Camerounais du Nord. Et un grand problème de gestion, un grand problème politique. Le vieillissement de cet homme, il n'est plus capable de pouvoir reconduire le Cameroun dans une bonne direction. Donc nous pouvons considérer que ces trois individus représentent de la poubelle que M. Macron ne veut plus voir. Maintenant, nous voudrons rapidement, nous allons essayer d'aller regarder ce qu'ils ont intitulé le Conseil présidentiel de l'Afrique. Qu'est-ce que ça signifie le Conseil présidentiel de l'Afrique? Oui, bonjour ma soeur Loutaya. Qu'est-ce que ça signifie le Conseil présidentiel d'Afrique? Vous voyez, la France est rentrée tellement dans de très mauvaises politiques, et cette politique qui consistait de supporter les dictateurs africains, les dictateurs qui se sont enrichis sous le dos de leur population, les dictateurs qui ont pillé leurs États, et des dictateurs qui ont reçu le soutien de la France. Et la France a même utilisé à un certain temps son armée, que Légion, ou c'est pas, voilà, pour supporter tous ces dictateurs. Le cas le plus frappant, c'est celui de 1997, que le président français, ça c'est reconnu de tout le monde, ça ne vient pas de Bernard Pongui, M. Chirac a énormément supporté Sassou Nguesso dans la déstabilisation démocratique au niveau du Congo-Brazzaville. À cette époque, Chirac était le président de la France, donc on peut dire la France a utilisé toutes ces manières pour venir déstabiliser le Congo, chasser le président démocratiquement élu par les Congolais, le président Pascal Lissouba, éventuellement en utilisant l'armée angolaise, donc Eduardo dos Santos, que d'ailleurs qui ne sera plus président, donc nous mettons donc toutes nos machines judiciaires en marche pour pouvoir donner une vie difficile à Eduardo dos Santos, parce que ce monsieur a commis des crimes de guerre au niveau du Congo-Brazzaville que nous allons poursuivre. Vous voyez, Chirac s'était même déplacé pour aller dire merci à Dos Santos du fait que l'armée angolaise avait envahi le Congo-Brazzaville, avait donc permis à Denis Sassou Nguesso de récupérer le pouvoir par les armes et par un coup d'État. Une crise, une guerre, pas une guerre civile, mais un coup d'État qui a entraîné la mort quasiment de plus de 800 000 Congolais. Cette mauvaise politique de la France, on l'a encore vu en Côte d'Ivoire,
on est allé déboulonner le président Laurent Gbagbo avec la mort de plusieurs jeunes Ivoiriens qui sont morts à cause de la mauvaise politique. Cette même France qui avait créé une rébellion au nord de la Côte d'Ivoire, qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux avec la force Licorne, et que nous connaissons tous la suite. Comment le président Laurent Gbagbo, l'homme qui n'a rien fait, s'est retrouvé à la Cour pénale internationale de justice, alors que les vrais criminels comme les Ouattara et les Guillaume Soro sont en liberté totale et sillonnent partout au travers du monde entier sous la protection de la France. La Chine a envahi l'Afrique avec des nouvelles coopérations. On peut toujours dire que c'est une coopération qu'on peut dire qui est quelquefois louche, hein, parce que c'est une coopération quelquefois qui est basée sur la corruption, sur des méthodes archaïques, sur la pollution, sur le non-respect de l'environnement, sur la prolifération des produits toxiques, ainsi de suite. Mais carrément, les Africains se sont retournés du côté de la Chine, qui est devenu le leader numéro 1 de la coopération entre l'Afrique et par rapport aux pays occidentaux. On peut par exemple voir l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Vous voyez? Donc la Chine occupe la première place. La France a mal pensé. Hein? Maintenant, le nouveau qu'il est, un nouveau président qui venait d'arriver en France, donc qui est un jeune, on peut dire 39 ans, un jeune qui a peut-être une différente vision, mais malheureusement, nous remarquons des manquements dans cette vision. À l'heure où nous parlons, les jeunes Africains sont en train de tourner leur visage, non plus cette vision de voir les choses se répéter, c'est-à-dire continuer la politique sur les mêmes méthodes, continuer la politique sur la même façon, qui est basée sur le pillage, le maintien des dictateurs au pouvoir. Nous avons là une nouvelle jeunesse africaine qui pense différemment, qui pense qu'il faut changer les méthodes de coopération, qui pense qu'il faut revoir les chartes des indépendances, et même des jeunes qui ne veulent même plus de la monnaie, donc de la monnaie coloniale, qui est le franc CFA, qui présentement n'a aucune valeur, hein, quand nous sortons de l'Afrique, notamment de la zone Afrique francophone, et cette monnaie qui est devenue comme une corde au cou pour les Africains, mais qui rapporte beaucoup à la Banque de France, et notamment à tous les intérêts français que nous avions en Afrique. Dans la vision de M. Macron, nous voyons que la création de ce conseil présidentiel africain, et c'est une forme, nous pouvons dire, du colonialisme qui continue. Vous voyez, cela ne signifie pas que ce sont les Français qui viennent régler les problèmes de l'Afrique. Les jeunes en Afrique ont une autre façon de voir les choses. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus envie de voir les mêmes dictateurs, mais par contre, M. Macron veut baser ce conseil qu'il appelait le conseil présidentiel africain en se basant sur les mêmes dictateurs qui ont pillé, qui ont détruit l'Afrique, qui ont brisé la jeunesse, et que cette jeunesse est en train de revendiquer le départ de la dictature, et tous ces vieux gourous que nous appelons autrefois des préfets qui représentent la France au niveau de l'Afrique. Vous voyez, la vision de M. Macron, nous, on a pensé que bon, c'est quand même un homme intelligent, hein. Il pouvait venir avec une nouvelle base, c'est-à-dire essayer d'emmener la jeunesse au centre des discussions. Vous voyez, des trucs comme ça, Conseil d'Afrique, présidentiel d'Afrique, c'est bien, ça pouvait se faire, mais avec les nouvelles bases, une nouvelle jeunesse qui a une nouvelle vision, c'est-à-dire une jeunesse qui vient pour essayer de discuter, revoir les contrats, revoir les modalités qui vont donc essayer d'apporter le partage gagnant-gagnant entre l'Afrique francophone éventuellement et la France. Mais vous voyez ici que dans la création du conseil présidentiel africain que M. Macron a déjà mis en place, puisque nous considérons que c'est déjà mis en place, que les stratégies sont déjà bâties, nous voyons ici que ce sont les mêmes politiques, les mêmes gourous qui reviennent, les mêmes Issoufou, les gens qui s'enrichissent derrière le peuple, monsieur Déby, les gens qui s'enrichissent derrière le peuple. Éventuellement, c'est un fait exprès de ne pas emmener des gens comme le Denis Sassou Nguesso parce qu'ils représentent déjà une tâche très importante. C'est seulement si M. Macron les ramenait à l'Élysée pour pas faire partie de cette communication, en ce moment-là, ça étoufferait un peu cette vision que M. Macron avait, ou encore ça donnerait la colère à tous ces Africains-là qui ont soutenu M. Macron lors de l'élection présidentielle passée en France, vous voyez. Mais pour nous, nous considérons que M. Macron est toujours pour la dictature. Et ça, c'est la réalité. Donc,
Si Sassou Nguesso n'est pas venu, Bongo n'est pas venu, Biya n'est pas venu, mais ils sont au courant de tout ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des communications qui se font. Donc, nous considérons que ce conseil présidentiel africain qu'on veut vouloir mettre en place est encore une méthode de continuer de vouloir garder les Africains dans cet enclos, hein, on peut dire du colonialisme, vous voyez, cet enclos de la domination, cet enclos du recul dans le sens du développement. Parce que si déjà des discussions pareilles sont en train de se faire, parce que ça c'est quand même une organisation très importante, la jeunesse n'est pas impliquée à l'intérieur, alors là, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Nous voyons aujourd'hui comment la jeunesse africaine est en train de se lever. La jeunesse africaine veut mettre croix à la monnaie franc CFA, mais nous avions un peu tendance à comprendre que M. Macron veut vouloir écarter la jeunesse africaine dans le centre de discussion. Alors là, ça pose un problème. Vous voyez, donc, c'est cela qui est un argument qui nous pousse à comprendre que nous comprenons que le sens de vouloir maintenir les dictateurs, parce que maintenir les dictateurs fait partie, hein, vous voyez, fait partie du jeu, hein, pour la France. Maintenir les dictateurs, ça permet de bloquer le développement des jeunes, ça permet de bloquer le fonctionnement normal, l'épanouissement normal d'un État, hein, pour pouvoir privilégier les intérêts coloniaux, hein, donc les intérêts français au niveau de l'Afrique. Donc voilà pourquoi nous disons c'est une grave erreur, c'est une erreur, une véritable erreur que certainement ceux qui sont autour, hein, ça c'est d'ailleurs même un message que nous sommes en train de faire passer à M. Macron, c'est vraiment une erreur que vous avez peut-être commis, ou vous avez peut-être la confidence que parce que vous détenez les pouvoirs de décision dans ce monde, que vous allez toujours continuer à maintenir les Africains dans cette difficulté, mais c'est une erreur, une véritable erreur, parce que là vous avez en face de vous une jeunesse qui a une nouvelle vision, hein, qui ne pense plus comme ces vieilles créatures, hein, ces reptiliens que vous avez mis dans la tête, à la tête de tous les États, qui sont en train de jouer le jeu de la destruction, le jeu de la séparation, le jeu de la division. Vous voyez, ces reptiliens qui sont toujours pour la monnaie du franc CFA, qui sont toujours en train de subvenir aux intérêts français. Mais cela ne signifie pas que les jeunes Africains sont contre les intérêts français, parce que là aussi il faut noter que il y a quand même la langue qui nous unit, et cette langue elle est très importante à protéger. Mais la nouvelle façon de faire la politique, c'est d'associer à 100% la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine d'une manière générale, parce que cette jeunesse a une autre façon de voir les choses. Vous voyez, avec l'évolution de ce monde, nous ne croyons pas que cette jeunesse va continuer d'accepter tout ce que vous imposez en Afrique, vous voyez. Donc ça, c'est un message très fort que nous voulons que certainement ceux qui sont autour de M. Macron et tous ses conseillers, c'est pas une façon de dire que c'est des gens qui n'ont pas une vision, mais cette vision-là que vous aviez, c'est une vision restreinte. Vous ne voyez pas la grande carte, la grande photo de la jeunesse africaine, l'engouement que les jeunes Africains sont en train de venir pour chercher à s'épanouir et à sortir de cette marasme économique, de cette difficulté, vous voyez. Mais le conseil, pour nous, nous considérons que ce conseil présidentiel africain est un non-lieu, parce que ça n'a pas de sens dans le contexte où vous avez quasiment pas de jeunes qui sont représentés, mais il n'y a que des vieux qui sont là, des vieux qui ont une vieille politique, des vieux qui ont connu la politique du point de vue du système français, qui n'ont jamais regardé la politique du système du point de vue système anglophone, ou encore même hispanique, vous voyez. Mais tout ce qu'on vous dit, le conseil présidentiel africain, ça n'a pas de sens pour nous les Africains, parce que nous voyons ça comme une espèce de domination, une espèce d'exclusion encore, parce que là, ce sont les mêmes dictateurs, les mêmes caïmans, les mêmes créateurs, les mêmes gens qui continuent à piller. Voilà, ça c'était le point de vue contexte de ce conseil, africain, de conseil présidentiel africain que M. Macron veut vouloir mettre en place. Mais non, si nous essayons de comparer, chers compatriotes, comme on vous avait déjà dit que Denis Sassou Nguesso représentait le pyromane de la sous-région, notamment
la République centrafricaine. Nous savons que Sassou est en même temps le financier du gouvernement centrafricain. Il est aussi le financier des Séléka et les anti-Balaka, donc les groupes armés qui combattent en République centrafricaine, des groupes armés qui mettent la vie des populations en danger en République centrafricaine. Mais comme nous le savons, le jeu que Sassou Nguesso avait joué, notamment quand M. Hollande était là, parce que M. Hollande, il faut le dire, c'est quelqu'un que nous ne respecterons jamais, parce que il fait partie de ces vipères qui nous ont poignardé au dos. Vous voyez, il est venu comme un agneau vouloir être président, et tous les Africains se sont rentrés derrière lui pour le soutenir. À la fin, il nous a mis le poignard au dos. Et nous ne souhaitons pas que M. Macron soit de la même espèce, hein, c'est-à-dire ce genre d'homme qui a reçu le support des gens et à la fin, ils vous mettent le poignard au dos. Vous voyez? Mais M. Hollande est rentré dans ce jeu. Parce que si nous nous souvenons, quand le conflit centrafricain avait débuté, en premier lieu, c'était des soldats tchadiens qui étaient partis comme des forces d'interposition. Vous voyez? Mais comme Sassou avait tellement un plan maléfique, un malin, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu accuser les soldats tchadiens, éventuellement M. Déby, de vouloir essayer de protéger seulement les musulmans. Vous voyez? Et donc il était anti-chrétien. Vous voyez? Alors c'était pas le cas. Parce que nous nous souvenons, quand les soldats tchadiens étaient, il y avait quand même la paix, les gens commençaient à repartir dans leur maison, mais on avait la conviction que si seulement si les soldats tchadiens demeuraient en République centrafricaine, la paix devait revenir dans ce pays depuis très longtemps. Mais vous voyez, les magouilles tellement, éventuellement, de Sassou Nguesso, qui a donc convaincu Hollande de vouloir essayer de diaboliser M. Déby. Et en fin de compte, qu'est-ce que Déby a fait? Il était donc obligé de retirer les soldats tchadiens en République centrafricaine. Et le pire est arrivé en République centrafricaine. Il y a eu des exactions terribles. Ils ont amené la mission des Nations Unies au niveau de la République centrafricaine. Il n'y a jamais eu de la paix. Il y a toujours des crises. Mais pourquoi? Mais parce que vous aviez le pyromane qui avait un plan de contrôler la sous-région, un plan de contrôler quasiment l'Afrique, hein, si nous pouvons le dire d'une manière générale, était toujours là en train de continuer d'armer les anti-Balaka, les Séléka et le gouvernement. Vous voyez, donc, vous le considérez certains comme étant un médiateur, mais il jouait un rôle important de contrôle et de la destruction de la sous-région. Les preuves en est que Bernard Pongui n'invente rien. Les preuves en est que les Nations Unies ont reconnu que le type des munitions découvertes en République centrafricaine revenait de Pointe-Noire. Alors nous savons qu'au Congo, il n'y a qu'un seul homme qui contrôle tout le Congo, notamment avec des méthodes de répression qu'il a mis en place. La Gestapo, donc nous voyons ici la Gestapo de cette armée de répression, de brutalité qu'il a mis en place. Et l'homme qui contrôle tous les systèmes de transport, tous les systèmes, si vous voulez, de navigation au Congo, c'est bien Sassou Nguesso. Donc vous voyez bien qu'il ne pouvait pas y avoir des sous-traitants, c'est-à-dire des hommes, sans que Sassou ne soit au courant, que ces munitions puissent quitter Pointe-Noire pour aller en République centrafricaine. Vous voyez, ses compatriotes. Mais le plan de Sassou, il a réussi. Il a essayé de vilipender Monsieur Déby. Et Sassou a pris le contrôle. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Éventuellement, il a donc envoyé les soldats congolais comme étant les casques bleus. Nous pouvons dire entre guillemets. Parce que c'est des soldats mal formés, avec des comportements archaïques, comme d'ailleurs Sassou Nguesso, des véritables voleurs, des violeurs et des destructeurs. Et nous connaissons aujourd'hui les résultats. C'est des gens qui ont été, finalement, les Nations Unies ont décidé de les chasser de la République centrafricaine. Vous voyez ses compatriotes. Donc Sassou avait réussi le coup parce qu'il avait quelqu'un à l'Élysée qui le contrôlait. Et ça, on peut le dire, hein, ça vient pas de moi. Parce que quand tout ce que Sassou disait à Hollande, Hollande faisait. Donc Sassou, quelque part, parce que quand on a l'habitude de dire, celui qui détient la clé du porte-monnaie détient le pouvoir. Vous voyez, Sassou, avec ses pétrodollars, il détenait un pouvoir de corruption énorme. Donc il a eu tout ce qu'il a dit, Hollande l'a signé, Hollande le lui a accordé. Donc il a contrôlé M. Hollande à un certain point. On peut le dire à 100%. Vous voyez? Et là, on ne s'amuse pas, c'est la réalité. Vous voyez, chers compatriotes et les amis que nous suivons partout dans le monde entier. Donc, le chaos est arrivé. Et en ce moment-là, Hollande ne pouvait plus le protéger. Hein?
Parce que les Nations Unies étaient au courant, et tout le monde était au courant de ce qui se passait en République centrafricaine. Et là, Sassou, dans le plan diabolique, il a voulu donc essayer de foncer avec cette affaire de la Libye, parce que son seul objectif, c'était d'aller déstabiliser Idriss Déby. Donc, il voulait donc passer par la Libye, utiliser la grande frontière entre le Tchad et la Libye, pour qu'il rentre déstabiliser Déby. Donc, il va donc devenir l'homme le plus fort de la sous-région, parce qu'il savait que Eduardo dos Santos, qui détient quasiment une forte armée dans cette région-là, subsaharienne, devait donc aller en retraite. Donc Biya étant un homme fatigué, Sassou devait être donc en conflit permanent avec Déby, puisque Déby sait que c'était un guerrier. L'homme qui pouvait donc contredire Sassou Nguesso pouvait être Déby. Donc pour Sassou, arriver à déstabiliser Déby, lui permettait donc de prendre le contrôle de la sous-région. Éventuellement, il va donc devenir un élément incontournable. On l'a vu essayer de mettre son nez un peu dans les problèmes, un peu partout. Au Burundi, il a mis son nez. En République démocratique, il a mis son nez. En République centrafricaine, il a mis son nez. Mais son objectif d'aller à la Libye, notamment en amenant la corruption autour des chefs d'État africains qui lui ont donné ce petit titre de représentant spécial sur la Libye, devait donc lui permettre de déstabiliser le Tchad. Donc éventuellement mettre Déby en difficulté. Donc éventuellement, son objectif c'était d'écarter Déby. Malheureusement, les choses changent à l'Élysée. Vous avez M. Macron, on peut dire, ça c'est quasiment, si ma mémoire est encore bien parfaite, on peut dire c'est la troisième rencontre entre M. Macron et M. Déby, en quasiment de moins d'une année, au maximum une année, voyez chers compatriotes. Donc c'est une façon de dire que la confiance française est devenue maintenant du côté du Tchad, Sassou se trouve en difficulté, et Sassou, c'est sûr que dans les couloirs au niveau de Oyo là-bas, ils sont déjà même en train de pleurer. Hein, parce que tout le monde a démantelé tout ce système qu'il a mis en place pour essayer de déstabiliser la sous-région. Maintenant, on sait que le pyromane de la République centrafricaine a été toujours Sassou Nguesso. Et nous pensons que M. Déby va donc apporter la solution. Et donc, si cette solution arrive, et cette solution, nous croyons fermement que cette solution arriverait jusqu'au Congo-Brazzaville. Parce que qu'on le dise ou pas, Denis Sassou Nguesso, son objectif, c'est d'abord essayer de courtiser les femmes des autres. On en a vu, hein, lors de cette fameuse séance d'investiture qu'il a organisée. Comment il a voulu même embrasser la femme de Eduardo dos Santos. Tout le monde l'a vu, là. Vous voyez, ses compatriotes. En voyant ça, on est vraiment très convaincu qu'il a certainement ici essayé de draguer les femmes de ses compatriotes, les femmes de ses homologues. Vous voyez, ses compatriotes. Donc c'est une façon de vous dire que, maintenant que tout le monde le sait, le pyromane de la sous-région est Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui nous avions vu, avec entre guillemets, la création de cette institution qu'on veut vouloir appeler le Conseil présidentiel africain, est quasiment représenté par Déby et l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est une façon de dire que M. Macron va donc commencer à balayer les dictateurs? Nous ne savons pas, mais nous pensons qu'il est là toujours pour les dictateurs. Et donc c'est à nous de faire très attention. C'est à nous de continuer de mener la pression jusqu'à ce qu'on obtienne le crâne de tous ceux qui ont détruit le Congo, de tous ceux qui ont pillé les richesses, de tous ceux qui ont volé l'argent du Congo. Parce qu'on ne pourra jamais laisser impunis ceux qui ont créé la destruction économique, la destruction des vies. Ça, c'est impossible. En aucun cas, ces gens-là pourront avoir l'amnistie parce qu'ils ont commis des crimes de sang. Parce que dans les crimes économiques qu'ils ont commis, il faut voir comment les crimes économiques ont déstabilisé la vie des Congolais. Nous l'avions expliqué le matin. Si nous avions vu, selon les analystes, le journal de TV5 Monde, les spécialistes sont arrivés avec des chiffres. Ils ont parlé de 70% des travailleurs dans le domaine des mines et énergie avaient perdu leur emploi. Mais quand nous essayons de voir le pourcentage, et nous convertissons ce pourcentage en famille, on peut peut-être dire c'est peut-être 800 000 familles. Vous voyez? Et si nous essayons de convertir en population, on peut dire c'est peut-être 3 000 ou 4 000 qui aujourd'hui ne savent pas comment vivre, comment subvenir à leurs besoins, comment nourrir leur famille, comment s'occuper de leurs factures. Vous voyez, au Congo, il n'y a jamais eu un plan de suivi pour ceux qui sont
ceux qui ont perdu leur emploi, notamment les indemnités de chômage. Ça n'a jamais existé parce que vous avez vu des gens qui ont perdu toutes les notions même administratives. Comment gérer un État? La preuve en est que même ceux qui ont contribué, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé, les retraités, ne perçoivent pas leur pension. Parce que le système a été tellement frauduleux, si bien que tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont cotisé, et l'argent a été volé par le directeur de la CNP et de la SNE, de la CNCS. Vous voyez? Donc c'est cette organisation qui avait la charge de la gestion des fonds des retraités. Éventuellement, toutefois, si vous essayez de voir des institutions au Congo-Brazzaville, tous les postes de direction sont gérés par Sassou parce que c'est lui qui les nomme. C'est lui qui décide qu'il veut. La plupart du temps, il les nomme les gens de son ethnie. Il a basé la gestion d'un État comme une entreprise familiale. La preuve en est que vous voyez 99,19% des généraux sont tous Mboshi, de l'ethnie tribale, des guerriers, de ceux qui sont en train de détruire le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous avions dit que l'armée congolaise est une armée qui est basée sur les tribus. L'armée congolaise est une armée complètement tribale qu'il faut abolir, reformer l'armée, refaire le recrutement afin de mettre en place une véritable armée qui sera donc basée sur des idéologies nationales. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, le Congo a été détruit, brisé par un homme, un clan. Il faut donc changer cela. Voilà un peu le grand message de cet après-midi. Et nous tenons à remercier tous les Congolais qui ont compris le sens de ce combat. Parce que ceux qui n'ont pas encore compris le sens de ce combat, ils comprendront certainement quand son parent va perdre l'emploi, quand la difficulté va venir dans sa famille. Parce que la preuve en est que nous savons toutes les manigances. Là, Brazza News venait de nous annoncer que Dominique Strauss-Kahn était encore à Brazzaville, puisque nous savons le 3 septembre, c'est le début des négociations entre le Congo-Brazzaville, notamment les criminels, les mêmes personnes qui ont volé l'État congolais, ceux qui ont brouté l'argent du Congo comme les arachides, ceux qui ont croqué l'argent comme de l'herbe, vont encore aller négocier pour avoir un autre prêt. Mais vous croyez que vous allez donner de l'argent aux mêmes individus? Ça va apporter quoi au Congo? Quasiment rien. Vous voyez? Et ces gens-là sont obligés d'utiliser la fraude, d'utiliser les services des gens qui ont la connaissance dans la matière. Parce que M. Dominique Strauss-Kahn, c'est quand même une calibre de renommée internationale. Et c'est d'ailleurs, nous avions d'ailleurs vu, hein, les mêmes conseils de ce genre de personnes ont même permis à Sassou Nguesso de vouloir modifier et cacher des chiffres dans les livres de comptabilité congolais. Et la preuve en est que le FMI venait de découvrir tout ce qu'ils avaient caché. Est-ce que c'est encore la même manigance qu'ils sont en train de chercher? Ou encore essayer de corrompre les inspecteurs du Fonds monétaire international qui viendront? Nous ne savons pas. Mais nous disons à M. Dominique Strauss-Kahn, honte à vous. Honte à vous parce que ce que vous êtes en train de faire est inhumain. Vous avez là en face, comprenons que vous êtes une personne qui va être payée pour des services que vous êtes en train de vouloir rendre, mais vous n'êtes pas en train de rendre des services à l'État congolais. Vous êtes en train de le rendre à un homme qui est en train de piller, qui est en train de détruire des vies. Donc si jamais M. Dominique Strauss-Kahn a des enfants, nous demandons à ces enfants de regarder, de discuter avec leur père. Parce que c'est vraiment difficile. Nous l'avions dit, tous ceux qui ont aidé Sassou, de près ou de loin, à pouvoir détruire, à briser l'économie du Congo, nous allons les poursuivre, tôt ou tard. Et nous allons aussi poursuivre en justice les descendants de ces individus-là. Parce que nous n'accepterons jamais que un clan continue à briser le Congo, continue à détruire le Congo avec des magouilles, des systèmes qu'ils ont mis en place. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la jeunesse africaine, que Dieu nous bénisse tous et que nous pensons que nous allons nous retrouver prochainement. Merci et passez une bonne soirée. Au revoir.